On reprend donc l'Arabie anté-islamique. Voici une carte qui est certes un peu complète et en même temps extrêmement simplifiée de la situation de la péninsule arabique avant la conquête islamique. Donc on y trouve les deux grandes zones de désert, le quart vide, Ruba al-Khali, qui se trouve donc dans le sud-est de l'Arabie Saoudite, aux frontières avec le Oman et le Yémen actuel. Donc qui est vraiment une zone pratiquement inhabitée à toutes les époques. Donc ça c'est assez constant. De l'autre côté, une autre zone relativement inhabitée, avec toutefois traversée par des caravaniers et par des populations pastorales, des éleveurs de chameaux essentiellement, éventuellement un petit peu de chèvres dans les régions un peu plus arrosées. Et donc deux grandes zones dunaires, deux grandes zones de sable. Mais l'Arabie tout entière n'est pas un désert. Elle a des déserts, le Ruba al-Khali et au nord, donc ce désert à la limite de l'Irak. Désert qui est là-bas plus un désert de poussière, de terre compactée. Et puis, entre ces deux espaces, l'immense majorité de la carte de la péninsule arabique est constituée de zones qui ne sont pas des déserts de sable, qui sont des régions pour l'essentiel très arides, mais qui peuvent être habitées soit par des structures en oasis, qui sont représentées par des points verts, des cercles noirs colorés de vert, ou des zones de petites oasis de montagne comme à Oman, très très denses, des toutes petites oasis, mais en très grand nombre, avec des évolutions, des développements de canalisation le long de la plaine côtière, donc entre ces deux points. Un certain nombre de très grandes oasis le long de la côte du golfe Persique, qu'on appelle le Bahreïn et le Qatraye en syriaque, en araméen. Donc de très grandes oasis où il va y avoir un développement donc, d'évêchés chrétiens qui dépendent de l'Empire perse sassanide. Et on est dans une région qui dépend de l'Empire perse sassanide de la même manière qu'Al-Hira, dans le royaume de Tanour. Au centre, donc, on a le royaume de Ma'ad, dont dépend en partie le Bahreïn, mais jamais vraiment complètement. Le royaume de Ma'ad, qui est centré sur toutes ces petites oasis, ces petits villages en terre d'oasis, qu'on trouve en Arabie centrale, dans le Najd actuel. Avec le point de Joum, où on a trouvé beaucoup d'inscriptions, qui est donc une étape, un puits, une étape donc, sur les routes caravanières et aussi donc les routes militaires, donc les inscriptions souvent faites par des généraux pendant leurs expéditions. Donc le point de Joum est vraiment le carrefour de toutes ces routes, toutes ces routes commerciales, donc la route qui suit le Golfe et qui remonte vers l'Irak, et une route qui vient d'Al-Hira et qui passe par le site de Douma, qui est plus ou moins à mi-chemin entre la Syrie et l'Irak. Et le site de Douma, ainsi que tous les autres points verts que vous voyez ici, ce sont d'assez grandes oasis, pas aussi grandes qu'en Arabie orientale, mais plus nombreuses, peut-être plus compactes, plus exploitées, où on va trouver donc Taïma, Khaybar, Yatrib, bien sûr, où va être fondé l'État médinois, et Douma et un certain nombre d'autres sites, notamment le site d'Al-Oula, qui se trouve ici et qui est aujourd'hui mis en valeur à l'excès par le royaume d'Arabie Saoudite moderne en raison du fait qu'il a eu une occupation nabatéenne. Les Nabatéens étaient centrés donc dans cette région-là, une occupation nabatéenne, puis romaine d'ailleurs, jusqu'au IIIe siècle au moins de notre ère. Toute cette zone-là, c'est une région de montagne très aride. En réalité, il y pleut très peu, beaucoup plus qu'en Égypte, mais beaucoup moins qu'en Arabie du Sud ou qu'à Oman ou même au Bahreïn. Il y pleut très peu, mais il y a des concentrations dans des petits bassins qui permettent d'y faire des oasis très productives. Sur la côte, on a ce qu'on appelle le Tihama. C'est toute cette zone, une grande plaine qui longe la mer Rouge, une grande plaine où le climat est particulièrement chaud en été et doux en hiver. Contrairement à la zone centrale, d'Arabie centrale, le Taout dans les sources yéménites, qui désigne toute cette zone qui en réalité est relativement en altitude, jusqu'à ce moment où on arrive donc dans le royaume de Ma'ad, qu'on appelle Yamama, dans le centre de l'Arabie, où là on commence à descendre en altitude. Toute la zone ici, donc dans l'ouest de l'Arabie, est plus ou moins montagneuse, en général au-dessus de 1500 mètres. Et puis on a une crête qui est autour de 2500 mètres, qui descend depuis la Jordanie et qui longe le Tihama, cette crête de montagne qui est le produit de l'élévation de montagne produite par l'écartement des plaques africaines et arabes. Donc par un rift. Donc ce sont des montagnes de rift du même type que ce qu'on trouve en Éthiopie, du même type que les rifts éthiopiens. La mer Rouge est elle-même un rift. Et donc ces montagnes montent de manière très très abrupte. Et à partir de la latitude de la Mecque,
de la ville du port de Jeddah. Ces montagnes sont d'autant plus élevées qu'elles sont de plus en plus arrosées du fait des particularités du climat de mousson qu'on trouve dans l'océan Indien et dans le nord-est de l'Afrique. Et donc à partir de là, on a des zones qui sont très bien arrosées, pas énormément, mais suffisamment pour y cultiver de l'orge tout le long donc, de cette route qui longe donc la ligne de crête qui est représentée ici par ce trait foncé orange. Et ensuite, quand on arrive au Yémen, la zone non seulement s'épaissit, mais les précipitations s'accentuent. Les précipitations s'inversent parce que dans la partie nord, c'est plutôt des précipitations hivernales. Là, on est plutôt dans des précipitations estivales. Et là, on a des productions céréalières très importantes. On est face à des cultures qui ne sont pas du tout des cultures nomades, mais bien des cultures sédentaires, d'agriculteurs, de citadins. Les oasis, c'est la même chose, ce sont des agriculteurs citadins. Des agriculteurs et des citadins. Le Bahreïn, c'est la même chose. Ici, ce sont des petits villages agriculteurs, mais donc avec des logiques commerciales. Et on a des routes qui relient donc un certain nombre de ces oasis. On a des oasis secondaires, comme Najran, Ma'arib, Al-Fao, qui sont des oasis secondaires, et qui sont autant d'étapes dans ce système commercial. Taïf, qui n'est pas exactement une oasis, qui est une ville, mais dans une zone d'altitude à plus de 2000 mètres, dans une zone très arrosée. Et la Mecque, c'est simplement un petit puits qui relie Taïf, et donc la route principale qui traverse l'Arabie, et le port sur la mer Rouge. Voilà ce qu'est la Mecque. La Mecque n'est rien d'autre, n'est rien de plus, et a priori, on n'y trouvera rien puisque tout a été détruit par les constructions modernes, mais il est probable qu'on n'y ait de toute façon jamais trouvé grand-chose de plus que une étape sur la route entre la Crète et la mer. Alors que Yatrib, c'est une très grande oasis. Jusqu'à aujourd'hui, même si la ville colonise à peu près la totalité de l'oasis aujourd'hui, on réalise la superficie de cette oasis, on réalise donc la productivité de cette région. Voilà, donc l'Arabie n'est pas un désert, si on doit retenir ça en un mot. Et donc toute cette zone que les sources grecques appellent la Palmeraie, qui commence au sud à Médine, qui passe par Al-Ola, là où il y a les traces des Nabatéens, et toutes ces autres oasis, les sources grecques l'appellent la Palmeraie, et ça correspond plus ou moins à la zone que les inscriptions sud-arabiques appellent Rassan, justement, donc le rapport au royaume, qui sont, en tout cas, aux clans, aux chefferies, qui travaillent pour l'Empire romain régulièrement au VIe siècle. Donc j'en reviens à notre frise chronologique générale. Donc on va se concentrer sur cette période aksoumite du Yémen, de Himyar, cette période aksoumite qui est contemporaine de cette christianisation qui se concentre notamment sur des points comme l'oasis de Najran ici, mais probablement un peu partout, à Douma, très probablement dans le Bahreïn aussi, depuis l'Irak, donc le long des routes commerciales. Et on a cette inscription, ce graffito, qui se rapproche de l'inscription qu'on a vue pour le IVe siècle en Jordanie. On en a un certain nombre en Jordanie, pas une grande quantité, mais on en a un certain nombre. Et à partir de la fin du Ve siècle, début du VIe siècle, on a une multiplication de ces inscriptions. On en a à Douma maintenant, on en a à Najran, et on en trouve de plus en plus en réalité, récemment, puisque l'épigraphie amateur se développe beaucoup en Arabie Saoudite. Résultat, on a découvert dans un puits, à une centaine de kilomètres au nord de l'oasis de Najran, donc à une centaine de kilomètres au nord de la frontière yéménite, si vous voulez, sur la route commerciale qui conduit à l'Arabie centrale, qui conduit au Bahreïn, qui conduit à l'Irak, on a trouvé donc un certain nombre d'inscriptions en araméen cursif, cet araméen nabatéen évolué, qui est devenu complètement cursif et qui commence énormément à ressembler à de l'arabe, et donc là on est vraiment dans du proto-arabe. La langue elle-même est intermédiaire entre l'araméen classique, qui est utilisé par les nabatéens, et des formes dialectales arabes, mais évidemment les vocabulaires est très limité, et donc c'est assez difficile de distinguer. On est dans une forme hybride entre l'arabe et l'araméen. Et il est probable que ce soit dans ce type de population qu'on a commencé à désigner comme arabe, peut-être en référence à l'Arabie nabatéenne, justement. Voilà, une inscription trilingue qu'on trouve en Syrie du Nord, donc vraiment complètement de l'autre côté du monde arabophone, où on commence à voir apparaître, donc et là on est au début du VIe siècle, une inscription, elle aussi chrétienne, très clairement chrétienne, où donc les personnages sont Serge, fils d'Amat Manaf, Tobi, fils d'Imrul Qais, Serge, fils de Saad, Sitr et Shureh. Donc on a toute une série d'arabophones chrétiens, très clairement chrétiens, avec une onomastique des noms chrétiens. Et donc qui ont inscrit leur nom sur la partie intérieure du linteau, en contrebas de deux inscriptions qui ont un contenu équivalent, grec
et syriaque. Ces deux inscriptions qui ont un contenu équivalent. L'inscription arabe, elle n'a pas le même contenu. Ce qui implique qu'elle n'est pas nécessairement... L'inscription arabe, ici, dans la partie inférieure, n'est pas nécessairement de la même date que l'inscription grecque et syriaque qui dit en l'an 522, etc. On est très possiblement... C'est tout à fait possible que ce soit une inscription qui date d'un siècle plus tard. On n'en sait rien, en réalité. Simplement, voilà un témoignage important de cette phase d'écriture cursive arabe qui se développe. Là, on est très clairement dans de l'arabe. On n'est plus dans de l'arabo-nabatéen. On a un autre témoignage de ce christianisme arabe en Syrie. C'est Al-Mundir, qui est le petit-fils du fondateur donc, de cette dynastie de super philarques, de généraux en chef, de chefs de tribu, de super chefs de tribu, de super roitelets, qui a été institué par l'Empire romain comme alliés officiels, qui sont les relais de l'Empire romain auprès des tribus arabes de Syrie, et qui s'appelle Al-Mundir, lui aussi, il y a beaucoup d'Al-Mundir à l'époque. Et il a construit ce qu'on appelle un prétoire, un prétorium. Il l'a construit à la porte nord d'une grande ville de pèlerinage qui s'appelle Sergiopolis, une ville de pèlerinage en l'honneur de Saint Serge le martyr, un martyr de l'époque de Dioclétien. Et c'est une énorme ville de pèlerinage qui a été vraiment lancée à l'époque justinienne, au VIe siècle, et le culte de Saint Serge se répand dans tout le Moyen-Orient très très rapidement. Et il touche assez rapidement probablement aussi les Arabes, pas nécessairement en premier, contrairement à ce qui a pu être dit, mais il va toucher aussi les Arabes, et il est probable évidemment qu'Al-Mundir ait utilisé cet endroit, ce croisement des routes commerciales devenu croisement des routes de pèlerinage, comme un lieu pour également faire ses relations diplomatiques avec les autorités romaines du diocèse d'Orient, mais aussi probablement avec les tribus arabes vassales. On n'en sait pas beaucoup plus, à part cette inscription, victoire, la chance d'Al-Mundaros, d'Al-Mundir. Voilà, donc on est ici, dans la principauté javanite de Syrie, à la fin du VIe siècle. Et on a donc tous ces témoignages de christianisation depuis les premières inscriptions à la fin du Ve siècle. Alors, ici, donc j'avais déjà un peu présenté ce décor du palais des rois de Himyar à Zafar, c'est dans le sud du Yémen, qui date donc du Ve siècle, de l'époque donc du judaïsme officiel. Ce qui n'est pas significatif dans cette inscription. Alors voilà une inscription juive de la même époque. Que bénisse et soit béni le nom de Rahmanan qui est au ciel, Israël et son Dieu, le Seigneur des Juifs, qui a assisté son serviteur Shahr, sa mère Bod, son épouse Shems, leurs enfants, d'imam, etc. Et tous leurs proches.